Le dernier dossier de cette conf de cardiologie, un dossier court. Le SAMU vous appelle pour faire hospitaliser une femme jeune qui, après un vol en avion de 10 000 km, s'est plainte d'une douleur basithoracique droite, brutale et des difficultés respiratoires. Elle a 28 ans, a des antécédents familiaux de phlébite chez la sœur. Elle suit une contraception orale et fume, donc ça c'est les facteurs de risque thrombotiques. L'examen initial trouve une patiente dyspnéique, la saturation est à 90% en air ambiant, la fréquence cardiaque est à 100 par minute, une tachycardie. La pression artérielle est normale, il n'y a pas de signe de choc, c'est bien précisé dans l'énoncé. Première question, quel est le diagnostic le plus probable? Donc évidemment chez cette patiente avec ses facteurs de risque thrombotiques, le vol en avion récent, les antécédents familiaux et le tableau clinique, le diagnostic à suspecter est une embolie pulmonaire. A priori droite. Bon, là, pour avoir la certitude, il faudrait faire des examens complémentaires. Il faut préciser que c'est une embolie de haute probabilité, clinique et paraclinique avec les antécédents, et que c'est une embolie sans signe de gravité. Alors, d'après les dernières recommandations sur le diagnostic des embolies pulmonaires, on dit une embolie pulmonaire à bas risque de mortalité, c'est quand il n'y a pas de signe de gravité, on peut aussi dire sans signe de gravité. Donc embolie pulmonaire sans signe de gravité, mais de haute probabilité clinique. Quel bilan prescrivez-vous en urgence? Donc d'abord le bilan biologique. On commence tout de suite par les dédimères. Les dédimères devant une embolie pulmonaire de haute probabilité, une suspicion d'embolie pulmonaire de haute probabilité ne sont pas obligatoires, donc on ne les prescrit pas ici. L'examen clé, c'est les gaz du sang en air ambiant pour rechercher l'effet Schindler, l'hypoxie, l'hypocapnie. Ensuite, la fonction rénale, ionosang et urécréate. Il faut rechercher des anomalies des deux marqueurs qui peuvent faire, lorsqu'ils sont anormaux, la gravité de ce tableau. Le premier marqueur est la troponine, qui pourrait traduire une ischémie cardiaque secondaire. Et le deuxième marqueur, le BNP, on va en reparler juste après. Il faut réaliser un bilan hépatique complet pour rechercher des signes de bas débit droit dans les cas de P massive. Avant tout traitement anticoagulant, surtout en cas d'antécédent hémorragique, un bilan d'hémostase minimal avec un TPTCA, INR, et en cas d'antécédent hémorragique, groupe Rhésus RAI en plus. La CRP est à doser, elle sera probablement modérément élevée. Et donc le deuxième marqueur de mauvais pronostic, l'élévation du BNP. Plus il est élevé dans l'embolie pulmonaire, plus ça traduit une dilatation aiguë du VD et une forme importante. Donc les nouveautés dans le bilan biologique des LEP, c'est qu'il faut toujours doser la troponine et le BNP. En cas d'anomalie, il s'agirait de critères de mauvais pronostic et l'embolie pulmonaire, si en plus c'est associé à des signes de choc, est classé à haut risque de mortalité. Le bilan non biologique maintenant, donc l'électrocardiogramme de repos pour rechercher des signes de cœur pulmonaire, tachycardie, hypertrophie auriculaire, axe droit, etc. La radio pulmonaire pour tous les signes bien connus qui sont aspécifiques, la télectasie en bande, l'infarctus pulmonaire, la surélévation de la coupole droite, entre autres. Et l'examen à réaliser maintenant en première intention pour le diagnostic positif est l'angioscanner spiralé pulmonaire. En cas d'impossibilité du scanner, non disponible ou allergie à l'iode ou insuffisance rénale, on pourra se contenter, et seulement dans ces cas-là, d'une scintigraphie pulmonaire, diagnostic de ventilation et de perfusion. Examen suivant, quels autres examens non biologiques prescrire sans urgence? Donc le diagnostic d'embolie pulmonaire est fait. On peut prescrire comme examen non biologique le Doppler veineux des membres inférieurs sans urgence pour voir s'il y avait une phlébite sous-jacente à l'anomalie. En général, lorsqu'on fait l'angioscanner, on peut faire un phléboscanner en même temps pour voir s'il y a une phlébite. C'est pas systématique. Et enfin, l'échographie cardiaque transthoracique pour rechercher des complications, un cœur pulmonaire post-embolique, également à réaliser sans urgence, sauf en cas de forme massive où il faudra bien sûr le réaliser très vite. Question suivante, faut-il prescrire chez cette patiente un bilan de thrombophilie? Et si oui, lequel? Alors là, la réponse est évidemment oui. Compte tenu de ces facteurs de risque thrombotique et du vol, on aurait pu dire non, mais comme elle a des antécédents familiaux, il faut évidemment le faire. Donc pour réaliser ce bilan, il faut être soit avant la mise en route du traitement anticoagulant, soit plusieurs semaines après l'arrêt du traitement anticoagulant. Les facteurs à rechercher sont d'abord des facteurs génétiques, mutation du facteur 5, mutation du facteur 2. Donc devant tout examen à visée génétique, il faudra un consentement éclairé du patient signé. Ensuite, on va rechercher des anomalies quantitatives de marqueurs de la coagulation, donc déficit en protéine C, déficit en protéine S et recherche d'un déficit en antithrombine 3. Évidemment, la mutation du facteur 5 va provoquer une résistance à la protéine C activée. La mutation du facteur 5 s'appelle le facteur 5 Leiden. Les autres marqueurs, qui sont un peu moins souvent anormaux dans ces cas-là, on recherche une dysfibrinogénémie en dosant le fibrinogène, le facteur 8 et tous les facteurs de coagulation aussi vitamino-K dépendants. Une hyperhomocystéinémie qui peut s'accompagner de thrombose va être recherchée en première intention. Et enfin, dans certains cas, surtout en cas de fausse couche à répétition, on va rechercher des anticorps, des anticoagulants circulants de type lipique, anticardiolipides, antiphospholipides.
Quelles sont en général les indications à la réalisation d'un tel bilan? Donc évidemment, ce n'est pas systématique, mais les indications sont très fréquentes. Alors il faut une thrombose veineuse avérée, évidemment, ou une embolie pulmonaire avérée, et au moins un des items suivants. Le premier item, antécédent ou événement thromboembolique avant 50 ans sans facteur favorisant. Donc là, c'est suspect, il faut faire le bilan de thrombophilie. Les thromboses veineuses à répétition, surtout si le territoire distinct, et ce, quel que soit l'âge et quel que soit le contexte. Ensuite, dès le premier épisode, même avec facteur favorisant, mais s'il y a des antécédents thrombotiques dans la famille. Enfin, les localisations insolites de la thrombose, donc surtout veineuse abdominale, membre supérieur, jugulaire interne. Les fausses couches à répétition, donc là pour rechercher les anticorps de type lupique. Et après, je vous ai cité pour mémoire 2 autres plus anecdotiques. Thrombose dans les premiers mois suivant la mise en route d'une contraception orale. Nécrose cutanée après les AVK, qui sont des critères qui sont moins importants et qu'on peut oublier rapidement. Quels seront brièvement les principes de votre traitement? Donc une embolie pulmonaire à bas risque de mortalité a priori, pas de choc, on ne parle pas d'élévation de la troponine du BNP. De haute probabilité chez une patiente jeune. Donc le traitement va être débuté en hospitalisation. Ensuite, il va falloir corriger les facteurs de risque thrombotiques, le tabac, enfin ceux qui sont corrigeables comme le tabac. Le repos strict au lit initial, mais ensuite le lever va être favorisé rapidement avec une contention veineuse élastique, des bas ou des chaussettes de contention. Et on va débuter le traitement anticoagulant à dose efficace. En l'absence de contre-indication, actuellement c'est HBPM en une injection par jour, l'Inoep ou la tinzaparine. On peut également utiliser le fondaparinux ou l'Arixtra. Il faut débuter le plus rapidement possible pour éviter les thrombopénies à l'héparine, le relais héparine AVK, avec comme objectif thérapeutique un INR entre 2 et 3. L'oxygénothérapie est à prescrire au début dans les formes hypoxémiantes et des antalgiques à ne pas oublier puisque la patiente vient quand même pour une douleur thoracique. Et donc on reparle encore une fois de la correction des facteurs de risque thrombotiques. Quelques examens d'imagerie pour l'embolie pulmonaire. On a parlé tout à l'heure d'échographie cardiaque pour rechercher des signes de cœur pulmonaire. Ces signes à connaître et surtout à dépister en cas de forme massive sont les suivants. D'abord la dilatation du ventricule droit. Donc ici on a le ventricule gauche en coupe parasternale grand axe échographique. La valve aortique et l'aorte initiale ici, la valve mitrale et l'oreille gauche ici. Là, on a le ventricule droit. Normalement, il est, on va dire, qui fait 1/3 et 2/3 pour le ventricule gauche pour une taille totale des ventricules. Ici, on a une dilatation, hein, il fait 35 mm pour 50, c'est plus de la moitié. Autre signe important, l'insuffisance tricuspidienne aiguë. Ici, c'est une coupe 4 cavités, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. La valve tricuspidienne est fermée. On a une énorme régurgitation de sang, une insuffisance tricuspidienne à valve fermée, du VD dans l'OD. Ici, on retrouve la coupe apica des 4 cavités, la coupe classique d'échographie cardiaque. Donc la sonde est à la pointe des ventricules, le ventricule gauche, le droit, l'oreillette gauche, la droite, la valve mitrale, la valve tricuspidienne et également ici la même coupe. Donc en cinétique, on peut voir déjà la dilatation importante du ventricule droit qui est anormalement supérieure en taille au ventricule gauche. Donc la dilatation aiguë est un des signes de cœur pulmonaire. Ici, la valve tricuspidienne qui se ferme. On revient ici sur une coupe un peu plus centrée sur cette valve tricuspidienne. Et vous pouvez voir au centre de la valve, lorsqu'elle est complètement fermée, ce qu'on appelle un diastasis, un défaut de coaptation important, qui traduit la dilatation de l'anneau tricuspidien, elle-même secondaire à la dilatation du VD. Donc ce qui explique la fuite tricuspidienne importante vue sur l'image précédente. Un autre signe important dans l'embolie pulmonaire, ici c'est une coupe un petit peu particulière centrée sur l'appareil tricuspidien. On peut voir une image appendue à la valve tricuspide en battant de cloche qui correspond très probablement à un thrombus. Donc en cas d'embolie pulmonaire avec dilatation du VD et présence d'un thrombus intra-VD ici appendu à la valve tricuspidienne, il peut se discuter une thrombolyse intraveineuse. Enfin, le dernier signe de cœur pulmonaire, de dilatation importante du ventricule droit et la dilatation de la veine cave et des veines fuses hépatiques qui sont visibles sur cette coupe. En conclusion, l'embolie pulmonaire, la nouvelle nomenclature, donc caractérise bien les embolies à haut ou à basse probabilité, et les embolies à haute probabilité, donc qui ne nécessitent pas la réalisation des dédimères, doivent être classées en embolies à haut risque de mortalité ou à bas risque de mortalité. Les facteurs faisant le risque sont des facteurs cliniques, l'état de choc, la syncope, des facteurs biologiques qu'il faut dépister, élévation de la troponine, élévation du BNP qui sont de mauvais pronostics, et ensuite des facteurs échographiques, la présence d'un cœur pulmonaire, d'une dilatation du ventricule droit, d'une HTAP, d'un thrombus, et ces facteurs radiologiques peuvent également être retrouvés au scanner, dilatation du VD, importance de la thrombose. Les items.
L'item 197, douleur thoracique aiguë, ici l'embolie pulmonaire. L'item 175, prescription surveillance d'un traitement antithrombotique, ici les HBP, Molar Extra et les AVK. Et enfin l'item 135, thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.